Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant d'introduire notre débat, j'aimerais à mon tour, comme d'autres l'ont fait avant moi, m'associer à la peine du peuple belge et leur affirmer ici toute ma solidarité et ma fraternité. Madame la ministre, j'ai tenu avec mon groupe à inscrire ce débat à l'ordre du jour du Sénat, car je suis persuadée de l'urgence de remettre la question du travail au centre du débat public. Car oui, le travail revêt une importance primordiale pour l'épanouissement de l'individu. Le travail structure et façonne la société. Il contribue à sa pacification en donnant à chacun et chacune un rôle dans le quotidien économique. Déjà, en 2010, je participais au rapport fait par la Commission des affaires sociales du Sénat sur la question de la santé au travail et Marie Pézé, psychanalyste, nous disait alors « Le travail est une nécessité pour la construction psychique des individus. Il faut mettre fin au déni du caractère humain du travail et lui donner un sens, sous peine de se trouver face à des violences de plus en plus lourdes. » Puis en décembre 2011, c'est aux côtés de mon ami Jacques Ralite qu'en tant que présidente de la Commission des affaires sociales, je participais au colloque qu'il avait co-organisé sur le thème « Soigner le travail, un enjeu politique, scientifique et artistique ». Aussi, c'est tout naturellement que j'ai accepté de marrainer le 29 janvier dernier un colloque organisé par l'association Travail, Santé, Société, Territoire sur le thème « Santé et travail, repenser les liens, quelles perspectives professionnelles, économiques et politiques pour agir autrement ?» Je me suis engagée alors à porter les travaux de notre colloque dans l'hémicycle, car nombreuses et nombreux ont été les intervenants à souhaiter qu'enfin les décideurs politiques s'emparent de ce sujet. Depuis des décennies, nous ne cessons de parler de l'emploi, ce qui est justifié du fait de la tragédie du chômage, mais ce faisant, nous négligeons le travail. Nous nions qu'il apporte aux femmes et aux hommes ceux qui l'exercent. Le travail peut et doit être facteur de santé, une santé entendue comme la capacité des individus à agir, tant sur le plan économique, en produisant, que sur le plan social ou sociétal, en s'affirmant dans la société. Or, en individualisant les relations dans l'entreprise et en limitant le sens du travail au travers du seul prisme de la production économique court-termiste, on a laissé se développer mal-être et souffrance au travail. Et ce d'autant plus que nos concitoyennes et nos concitoyens s'impliquent sincèrement dans leur travail. Cela explique la forte productivité observée en France, mais exige en retour la reconnaissance du travail accompli, rarement satisfaisante. Et par ricochet, les difficultés nées de ce manque de reconnaissance et de la perte de sens au travail ont des conséquences économiques, sociales et politiques. Sur le plan économique, d'abord, on décompte un coût direct lié aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. Ainsi, les accidents du travail seuls conduisent à ce que la sécurité sociale finance 37,5 millions de jours en équivalent temps plein. Surtout, le mal-être et les mauvaises organisations de travail créent bon nombre des atteintes à la santé. Accidents corporels, infarctus, dépression et autres maux qu'il est difficile de faire reconnaître en tant que maladie professionnelle. Au-delà du coût sur la santé et sur notre système de protection sociale, un autre coût économique est à faire valoir, celui directement lié à l'activité de l'entreprise. Dans l'économie actuelle, l'implication des salariés et leur motivation sont des facteurs primordiaux de compétitivité et d'innovation. Or, si l'on néglige la ressource principale de l'entreprise, à savoir les salariés, c'est la santé économique de l'entreprise et celle du pays qui sont mises à mal. Dans un contexte où nous combattons le chômage et recherchons à créer de la croissance, nous ne pouvons négliger le travail et la manière dont il est organisé dans les entreprises. D'autant que les tensions nées du travail ne disparaissent pas sitôt passé la porte de l'entreprise. Elles ont des conséquences sociales et politiques, en contribuant notamment à la distension du lien social, à l'isolement, aux incivilités. Je pense qu'elles influent aussi sur le taux, grandissant lui aussi, de l'abstention. Le président Larcher, lors de son introduction au colloque du 29 janvier, le confirmait d'ailleurs, puisqu'il affirmait qu'il y a un caractère politique de la santé au travail et, disait-il, il se joue au travail des questions de société.
Vous l'aurez compris, les enjeux liés à la reconnaissance du travail sont importants et dépassent largement le cadre de l'entreprise. Ils invitent donc à repenser la manière dont les pouvoirs publics interviennent sur ces questions. Ils nous invitent, mes chers collègues, à ouvrir plus largement la porte des entreprises. D'abord, l'intervention des préventeurs doit être revue pour prendre en compte les maladies d'ordre psychique. En effet, à ce jour, sur 50 000 maladies professionnelles reconnues par an, seules 300 le sont au titre de maladies psychiques. La reconnaissance du syndrome d'épuisement professionnel serait, en cela, une avancée intéressante. Par exemple, l'universalité d'accès des salariés à la prévention et aux services de santé au travail doit être une garantie. À noter que c'est l'inverse qui est prévu dans votre loi, qui réserve les visites médicales périodiques aux seuls salariés dont le travail présente des risques. Or, ce que montre le développement des maladies psychosociales ou des atteintes musculo-squelettiques, c'est bien que l'organisation du travail, plus que la nature du travail, peut être à l'origine de souffrances. Ainsi, Madame la Ministre, comment comptez-vous soutenir l'évolution des métiers de la prévention ? Au-delà des préventeurs et des intervenants traditionnels, je pense aux syndicats, médecins du travail, employeurs, il convient d'impliquer les pouvoirs publics sur ces questions. Il s'agit de réfléchir à la manière de reconnaître le travail réel, y compris au niveau législatif, le faire entrer dans le débat politique et le reconnaître comme un enjeu de performance collective et un enjeu social. Prenons l'exemple de la mise en place de la T2A, décision hautement politique s'il en est, et de ses effets sur le travail des infirmières et des infirmiers, en ne prenant en compte que la valeur économique de l'acte médical en omet les nécessaires temps de transmission, les coopérations entre collègues, la prise en charge relationnelle des patients. Outre les contraintes de temps, les infirmières et les infirmiers sont soumis à une perte de sens de leur travail, car elles n'ont plus la possibilité de l'effectuer correctement et finalement, comme tant d'autres salariés du secteur privé, ils et elles ont un sentiment de travail ni fait ni à faire et, au bout du bout, ils y laissent leur santé. C'est bien pour cela qu'il est temps de s'emparer de la question du travail. Nos décisions politiques ne doivent pas aboutir à dégrader les conditions de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, ni la cohésion sociale, ni même la santé publique. L'impact sur la collectivité justifie bien que nous nous mobilisions sur cette question. Pour l'instant, force est de constater que votre loi Travail ne répond pas à ces questions. D'abord parce qu'elle ne contribue en rien à replacer la question du travail au centre des préoccupations politiques. Ensuite, parce qu'elle crée de la précarité et augmente les pouvoirs des employeurs, notamment en facilitant les licenciements. Or, face à la peur de perdre son emploi, comment s'impliquer dans son travail, s'y épanouir ? Finalement, en cassant le code du travail et les protections des salariés, c'est la santé au travail qui est directement atteinte. Heureusement qu'en dehors du MEDEF et du gouvernement, certaines entreprises ont compris l'importance de redonner au travail humain son sens dans la vie de l'entreprise. Une DRH, invitée au colloque du 29 janvier, insistait ainsi sur le fait que parler travail dans l'entreprise, c'est aussi du travail. C'est ainsi qu'elle a mis en place, dans son entreprise, des groupes de discussion qui permettent d'échanger entre collègues ou avec la hiérarchie. Avec l'essor du numérique, il me semble également nécessaire de remettre du collectif dans les organisations de travail et de les repenser, notamment les techniques de management actuelles qui ne s'intéressent qu'à l'atteinte d'objectifs, trop souvent guidés par les gains financiers souhaités et sans considération de l'état dans lequel elles laissent les ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles. Si nous, femmes et hommes politiques, intervenons sur l'impact du travail dans le développement durable, comment ne pas intervenir sur son impact sur la santé et les salariés ? Madame la ministre, quelles actions comptez-vous mener pour faire évoluer les pratiques managériales et les organisations du travail pour atteindre une meilleure santé des travailleurs ? Comment encouragez-vous les démarches de responsabilité sociale des entreprises, ce fameux slogan de la RSE, qui prennent normalement ces démarches en compte l'aspect social et sociétal autant qu'environnemental ? Une de vos réponses sera sans doute le plan santé au travail 2016-2020. Mais au-delà de ce plan, pour lequel d'ailleurs le budget n'est pas au rendez-vous,
Que comptez-vous mettre en œuvre pour mobiliser la communauté nationale au sujet du travail et favoriser l'intervention des acteurs et des actrices politiques à intervenir sur cette question ? Madame la ministre, validez-vous l'idée qu'une intervention politique en matière d'organisation du travail soit nécessaire ? Je vous remercie. Merci.